Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi mes avancées, mes progrès, ou plutôt mes non-progrès de ces dernières semaines. Ça fait un petit temps que j'ai pas fait de vidéo, mais je pense que c'est quand même important de te tenir à jour au courant de toute cette aventure, de tout ce parcours. Donc aujourd'hui, je suis arrivé à une constatation qui est d'un côté géniale, mais de l'autre qui est chiante pour moi en tout cas. C'est que mon backtesting que j'avais effectué par rapport à ma stratégie euh, était plus ou moins correct, mais pas assez, on va dire, rigoureux que pour être statistiquement valable. Je m'explique, si tu n'as pas vu les précédentes vidéos qui parlent de ma stratégie, de mon backtesting, etc., il faut savoir que ma stratégie est une stratégie discrétionnaire et pour la résumer le plus simplement possible, en gros, je vais utiliser l'analyse fondamentale, donc tout ce qui est macro, pour déterminer la direction du prix. Donc je sais si je veux acheter ou vendre un certain actif. D'ailleurs, à ce propos, je trade que l'euro USD. Donc mon analyse fondamentale, je vais analyser l'économie de la zone euro, l'économie des États-Unis et tout un tas d'autres facteurs. Je vais mettre tout ça ensemble. Alors, encore une fois, c'est quelque chose de discrétionnaire parce que tu peux pas vraiment, ou en tout cas à mon niveau, je ne peux pas faire un modèle, on va dire, pour évaluer la direction du prix. Donc c'est plutôt une analyse subjective. Et puis une fois du coup que j'ai observé tout ça, je vais déterminer, tiens, selon moi, l'euro est sous-évalué, surévalué par rapport au dollar et je pense qu'il va monter et descendre, etc. Donc là, j'ai ma direction. Une fois que j'ai ma direction, en fait, elle va un peu servir de point d'ancrage. C'est un peu mon idée, ma vue de marché. Et donc une fois que je sais ce que je veux faire, acheter ou vendre, je vais aller chercher sur les graphiques, d'un point de vue technique des setups, pour acheter ou vendre. Donc si j'ai un billet haussier par exemple, je me dis ok, l'euro a des chances de monter dans les jours, dans les semaines à venir, je vais chercher un setup d'achat. À ce moment-là, je vais juste enlever ça, parce que je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais encore mes écouteurs, désolé. À ce moment-là, je vais chercher à identifier donc un setup d'achat et les critères pour le faire, ça va être 100% technique. Donc je vais aller sur les graphiques, je vais regarder du coup qu'est-ce qu'on a avec toute une stratégie, etc. Et puis, si, et c'est ça, on va dire, la raison pour laquelle ma stratégie est discrétionnaire, si j'ai un setup d'achat, je ne peux le prendre que si il va dans le sens de mon analyse fondamentale. Ça veut dire que si j'ai une divergence entre mon analyse fondamentale et mon analyse technique, je ne vais pas prendre le setup. Donc ça, c'est juste la petite particularité, parce qu'il y a pas mal de gens du coup qui ont une stratégie, mais qui n'est que technique. Ça veut dire que soit tu as un setup d'achat, tu as un setup de vente, tu le prends d'office. Sauf que moi, du coup, on va dire que les setups se présentent à moi, d'achat et de vente, mais je vais quand même rajouter ce petit filtre supplémentaire de me dire, ok, je prends le setup que si il est backé, on va dire que si il est confirmé par une vue macro de marché. Bref, ça c'était un mini résumé de ma stratégie, ou en tout cas de mon approche des marchés. Et donc le constat que j'ai fait dernièrement, c'est que le backtesting que j'avais effectué sur cette stratégie-là était manuel. Manuel pourquoi ? Parce que j'ai pas codé ma stratégie, en tout cas j'ai pas codé l'aspect technique de ma stratégie, mais pour autant j'ai ce que j'appelle un pseudocode, ça veut dire que c'est des règles très précises qui te disent, tiens, s'il y a ça, tu fais ça, s'il y a ça, tu fais ça. Et du coup, tu décortiques toute ta stratégie, c'est un truc de plusieurs pages. C'est presque comme un code, mais c'est pas un code, parce que c'est pas un langage informatique. C'est ce que j'appelle un pseudocode avec des règles, si, alors, si, alors, si, etc. Et le but, quand tu fais ton backtesting, c'est de respecter le plus fidèlement possible ces règles-là. Donc tu vas trader comme si, en fait, tu étais un robot et en appliquant purement ta stratégie. Bien évidemment, sur l'échantillon de mon backtest, j'ai pas l'intégration de l'aspect fondamental, puisque, tu t'en doutes, j'ai pas réanalysé fondamentalement les marchés sur les années qui se sont écoulées. Ça me demanderait un travail colossal qui est humainement pas possible, ou en tout cas ça me demanderait beaucoup trop de temps et le backtesting perdrait de son intérêt. Donc j'ai backtesté que l'aspect technique de ma stratégie. Bref, le problème, et j'en parlais dans les précédentes vidéos, c'est que quand tu backtestes manuellement, tu risques d'avoir ce qu'on appelle des biais, particulièrement un biais de confirmation. Donc c'est typiquement quand tu backtestes et que tu prends une position non pas parce que objectivement elle respecte tes règles, mais parce que tu as des connaissances ou tu as de l'information que tu n'aurais pas eu au moment où tu as pris la position. Et c'est juste parce que tu as eu ces informations supplémentaires que tu as pris la position. Je l'ai peut-être mal expliqué, mais en gros, imaginons que tu es là, tu backtestes et tu affiches tes barres une à la fois. Oh non, je vais même prendre un meilleur exemple. Imaginons que tu backtestes et que tu laisses toutes les barres affichées, tous les chandeliers affichés, mais tu remontes du coup plus à gauche dans ton graphique. Cool. Et puis tu regardes simplement l'évolution des prix. Puis tu prends position là où ta stratégie te dit de prendre position. Mais le problème, c'est que comme tu vois déjà comment les prix ont défilé par la suite, tu pourrais être influencé, tu pourrais être biaisé et te dire, ah oui, là j'aurais pris un setup d'achat, là j'aurais pris un setup de vente, sauf qu'en réalité,
Si tu ne voyais pas qu'après, en fait, quand tu as pris un setup d'achat, le prix est monté, si tu n'avais pas vu ça, peut-être que tu n'aurais pas pris ce setup-là et que tu as été influencé, tu as plus pondéré cette information-là dans la balance. C'est ce qui t'a poussé à prendre le trade, mais en réalité, tu ne l'aurais pas pris en conditions réelles. Bref, dans tous les cas, si ça t'intéresse, je t'invite simplement à chercher sur Internet biais de confirmation. Mais donc, tu risques de faire preuve de biais de conformation et ça risque de déformer les résultats de ta stratégie, puisqu'il y a des positions que tu aurais prises, mais que tu n'as pas prises en backtesting. Pardon, il y a des positions que tu as prises en backtesting, mais que tu n'aurais pas prises en réel. Et à l'inverse, il y a des positions que tu n'as pas prises en backtesting, mais que tu aurais prises en réel. Et donc, ça déforme tes résultats, ça déforme tes performances. Alors après, tout dépend de l'ampleur de ce biais de confirmation. Il peut être très important, auquel cas ton backtesting est juste pas valable et les résultats de ton backtesting ne sont pas statistiquement corrects, ou bien il peut être très léger, auquel cas du coup tu vas avoir juste un mini écart entre ta performance réelle, enfin un écart plus ou moins important entre ta performance réelle et la performance que tu as observée en backtesting, mais ça ne t'empêche pas nécessairement d'avoir une stratégie rentable. Mais du coup la grande question qui se pose, c'est de savoir, tiens, dans quelle mesure ce biais de confirmation a impacté mon backtesting. Et encore, là je parle que du biais de confirmation, mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent expliquer pourquoi un backtesting manuel n'est pas l'idéal. Genre sincèrement, dans les dernières vidéos je disais qu'un backtesting manuel pouvait être fait, ce qui est vrai, tu peux très bien faire un backtesting manuel, mais si maintenant tu dois te poser la question, ok, j'ai la capacité de faire un backtesting automatique ou un backtesting manuel, puisque j'ai une stratégie automatisée. Lequel je choisis ? Choisis le backtesting automatique. Dans tous les cas, ce sera mieux que le backtesting manuel. Le backtesting manuel, tu le fais uniquement quand tu as des contraintes parce que ta stratégie ne peut pas être code. Imaginons maintenant, je voulais backtester mon analyse fondamentale. C'est impossible. Genre, même si je prends les meilleurs codeurs du monde, ils ne pourraient pas, puisque le nombre de facteurs à prendre en compte sont beaucoup trop grands, beaucoup trop subjectifs. C'est pas que des données, il y a aussi des choses comme bien évidemment, on peut tout essayer de transformer en données, mais je veux dire, si maintenant tu essayes d'analyser l'impact sur les prix d'un discours en live pendant une conférence de Jérôme Powell, comment tu mets ça dans ta machine ? Enfin, tu vois, tu peux pas le backtest, tu vois, c'est subjectif, c'est totalement un pro, il va utiliser certains mots qui vont être perçus d'une certaine manière par les investisseurs. Donc ça, tu vois, c'est plus le genre de data que tu peux pas backtest. Après, bien évidemment, tu peux regarder sur, X conférences de presse, genre sur 10, 20, 30, 100 conférences de presse, la réaction du prix après, ça a souvent été ça. Et puis alors, tu peux aussi essayer de donner un indice, on va dire, de restriction ou d'accommodation, genre en mode s'il était plus hawkish, plus dovish durant son discours et en fonction de ça, comment le prix a réagi, mais je veux dire, ce sera quand même très approximatif et pas vraiment utilisable en conditions réelles. Bref, je ferme cette parenthèse. Mais donc le constat était le suivant, les résultats de mon backtesting ne sont peut-être pas fiables, alors je pense pas que pour autant la stratégie est complètement à jeter, donc ça aussi, comme je l'ai dit, il faut voir dans quelle ampleur le biais de confirmation va impacter ton backtesting. Donc je pense pas que ma stratégie est complètement à jeter, mais d'un autre côté, je pense que les résultats de ma stratégie sont peut-être un peu trop gonflés. Alors ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai mis en place ma stratégie début du mois de novembre, du coup, donc je trade ma stratégie depuis bientôt un mois, parce que là on est le 28. Et les performances réelles ne sont pas aussi bonnes que les performances en simulé. Le problème, c'est que là, j'ai que un mois de forward testing, donc de trading réel. Donc c'est pas assez. Je vais encore laisser tourner ma stratégie. Enfin, laisser tourner, je trade manuellement, je veux dire, je vais encore trader ma stratégie pendant les mois à venir. Mais donc il s'agira de voir d'ici quelques mois, comparer les performances et voir en fait si ma performance en réel est un peu inférieure ou beaucoup plus faible que ma performance en backtesting, ça veut clairement dire que mon backtesting était peut-être pas correct. Ou bien ça peut être d'autres raisons, comme il y a des conditions changeantes de marché, ma stratégie ne fonctionne pas très bien dans tel environnement, etc. Mais il y a de fortes chances, dans mon cas, que ce soit parce que le backtesting a mal été effectué. Bref, ça c'était en gros l'intro de la vidéo qui a déjà duré 10 minutes. La deuxième chose que je voulais te dire, après ce constat, c'est que on est orienté solution. Donc maintenant la question c'est, comment est-ce que je peux faire pour avoir des résultats de backtesting corrects, tout en gardant la même stratégie. Donc reprendre ma stratégie telle que je l'ai écrite et essayer du coup de l'automatiser partiellement ou intégralement pour ensuite avoir un échantillon de backtesting correct. Alors déjà il y a deux choses à prendre en compte. La première c'est que comme je trade que l'euro USD, parce que mon approche des marchés est majoritairement fondamentale, dans le sens où c'est vraiment le fondat, donc la macro qui va déterminer mes intentions d'achat et de vente. C'est pas, je dois encore me renseigner là-dessus, mais selon moi, c'est pas nécessaire d'aller backtest d'autres paires de devises, voire même d'autres actifs, genre d'aller backtest, je sais pas moi, les indices ou des trucs comme ça. Parce que je vais quand même trader que l'euro-dollar. Donc même si maintenant j'observe des divergences
entre ma performance sur l'euro-dollar et sur d'autres actifs, au final, ça peut vouloir dire que ma stratégie n'est pas robuste sur différentes classes d'actifs. Mais comme je n'en trade que un, au final, je ne sais même pas si c'est nécessaire. Parce que si maintenant, imaginons que tu trades une stratégie et que tu la trades sur 10 actifs différents, enfin tu la backtestes sur 10 actifs différents, cool. Ou on va rester sur le marché FX, sur 10 paires de devises différentes. Et tu vois qu'elle est rentable que sur 5 des 10 paires. Ça pourrait t'inquiéter, tu te dis, ah mais attends, en fait, ma stratégie, elle est rentable qu'une fois sur deux. Si j'avais appliqué cette stratégie, je sais pas moi, sur le AUD-CAD pendant les 10 dernières années, elle n'aurait pas été rentable, mais si je l'avais appliquée sur l'euro-dollar pendant les 10 dernières années, elle aurait été rentable. Et puis tu fais ça pour les 10 autres strates. Donc ça pourrait être inquiétant, tu te dis, elle est rentable une fois sur deux. Sauf que comme toi, tu trades que l'euro-dollar, t'as pas ce côté, tiens, je dois choisir mes paires de devises, etc. Et en fait, j'ai une chance sur deux pour que je sois en train d'appliquer une stratégie enfin, je suis en train de trader une paire sur laquelle ma stratégie n'est pas rentable. En tout cas, si maintenant l'échantillon des 10 dernières années te montre que ta stratégie est rentable sur l'euro USD, parce que je trade que ça, c'est déjà un peu plus rassurant. C'est la première chose à prendre en compte. Au niveau des tests de robustesse, on va dire. La deuxième chose à prendre en compte, c'est que au niveau de l'échantillon de backtesting, je peux pas aller plus loin que l'historique des prix. Ça veut dire que l'euro, il a été, je crois que la première cotation, c'était en 99, donc en 99. Je peux pas remonter à plus loin qu'il y a 25 ans. Donc ça veut dire que mon échantillon maximum, c'est sur 25 ans. Après, c'est pas tant, on va dire, la taille en jours de l'échantillon qui compte. Donc maintenant, un échantillon de 25 ans n'a pas le même poids si tu as 25 ans de data pour une stratégie swing que si maintenant tu as 25 ans de data pour une stratégie de scalping. Donc l'unité de temps de ta stratégie va être importante aussi. Plus ton unité de temps va être élevée, donc si maintenant tu swings, voire même si tu fais de l'investissement, plus tu vas devoir backtest ta stratégie sur un échantillon de temps grand pour avoir plus de trades. Parce que si maintenant, imaginons je fasse du scalping ou de l'intraday et que je prenne une, deux, voire trois positions chaque jour, j'en sais rien. Et du coup, je trade cette stratégie pendant 2-3 mois. Je vais peut-être réussir à récolter un échantillon de 100 trades. Sauf que pour réunir 100 trades avec une stratégie swing, si je prends peut-être 2, 3, 4 positions par mois, il va me falloir 2-3 ans. Tu vois, 2-3 ans, voire même plus. Donc là aussi, il faut voir avec le type de stratégie que tu emploies. En tout cas, c'est ce que je suis en train d'essayer de voir. Quel échantillon de backtest est pertinent. Si tu veux le déterminer en nombre de trades, t'as des gens qui vont te dire ouais c'est bon avec 20 trades dans ton historique, c'est bon, tu peux déjà évaluer la performance de ta stratégie. Bon, c'est vrai que si maintenant tu as 20 perdants consécutifs, ça sert à rien d'aller plus loin. Mais je pense que c'est quand même un échantillon trop faible. Après, il y a des gens qui vont te dire il te faut 1000 trades dans ton échantillon. Mais ça, du coup, c'est faisable que si maintenant tu as une simulation historique avec un algo, tu vois, une stratégie automatique. Mais même ça, ça n'a pas vraiment de sens dans le sens où si maintenant je trade que l'euro USD, imaginons, parce que tu as des personnes qui sont mono-actives, genre ils tradent qu'un seul actif. Si tu trades que l'euro USD, imaginons avec une stratégie swing, sur les 25 dernières années, tu n'arriveras pas à récolter un échantillon de 1000 trades. Genre, ou tu vas peut-être t'en rapprocher, mais tu n'y arriveras pas. Donc c'est juste, même statistiquement impossible, tu vois. Tu as des gens qui vont même encore plus dans l'aberrance et ils disent qu'il faut 10 000 trades, etc. Mais voilà, donc si on veut garder, on va dire, quelque chose de raisonnable, on va dire que c'est à toi de déterminer l'échantillon de trade dont tu as besoin. Tu vois, si tu as une stratégie, je sais pas moi, swing, faut voir déjà avec quoi tu es confronté, tu vois, quel marché tu trades, etc. Et puis essayer de déterminer, tiens, il n'y a pas vraiment de formule en fait, mais déterminer, tiens, à partir de quelle taille d'échantillon je peux commencer à faire confiance, on va dire, à mon backtest. Bref. C'était encore une autre parenthèse. Aussi, un point que j'aimerais aborder, c'est que les fans du backtest qui sont là en mode tu dois backtest ta stratégie sur les 5-10 dernières années, au début, je trouvais que ça avait de la cohérence et du sens. Mais après coup, donc maintenant, je commence à me dire que ça perd un peu de son sens, sachant que les marchés changent, donc les conditions de marché changent. Et quelque part, c'est comme si ta stratégie, si tu devais backtest ta stratégie, ce serait bien de quelque part pondérer les résultats de façon exponentielle. Un peu comme une moyenne mobile exponentielle qui met plus d'importance dans le calcul des dernières valeurs. Eh bien, imaginons que ta stratégie n'était pas rentable il y a 10 ans, mais que... Donc voilà, imaginons que tu as un historique comme ça, tu backtestes sur 10 ans. Les 5 premières années, ta stratégie était plus ou moins médiocre, et sa rentabilité s'est améliorée avec le temps. Donc les 5 par contre dernières années, ou les 3 dernières années, tu as eu une bonne rentabilité avec. Quelque part,
c'est pas comme si tu avais une stratégie rentable qui a perdu de sa rentabilité avec le temps, c'est l'inverse. Et donc tu peux peut-être espérer qu'elle soit rentable pour l'année, les années à venir. Dans tous les cas, sache que si tu backtestes ta stratégie, admettons sur un échantillon de 5 ans, ça ne, entre guillemets, garantit ta rentabilité que sur peut-être 1 ou 2 ans à venir. Dans le sens où tu dois régulièrement mettre à jour ta stratégie. Quand je dis mettre à jour, ça veut dire évaluer ta performance actuelle par rapport à une performance historique. Et genre constamment, enfin pas tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, mais de temps en temps, tu vois, essayer de check, ok, est-ce que ma performance s'aligne toujours à la performance espérée, la performance attendue en simulation historique ou durant toutes les phases de test, parce qu'il n'y a pas que les simulations historiques comme test. Donc ça, c'est important. Bref, j'arrête avec toutes ces parenthèses. Je vais juste te montrer un peu ce que je fais en ce moment, et puis après, je couperai la vidéo. Mais donc en ce moment, comme je te l'ai dit, en tout cas, j'avais pas de code, de stratégie, etc. Donc j'avais juste ce que j'appelle un pseudo-code, donc en gros des règles écrites, tu vois. Et je backtestais comme ça, en me disant, ok, voilà, j'analyse, je sais pas moi, la structure, ok, cool. Bon, je le fais pas comme ça, hein, mais je te le montre rapidement. Cool, maintenant, si, je sais pas moi, le prix revient sur un niveau intéressant, je cherche un setup d'achat, machin bazar, cool. Je backtestais comme ça, en respectant mes règles, cool. Le problème, et c'est ce dont je me suis rendu compte de ça, c'est que dernièrement, donc là, cette semaine, c'est ce sur quoi j'étais en train de bosser, j'ai essayé donc de mettre en place un code pour identifier les hauts et les bas, donc les points de structure, donc les hauts et les bas du marché, de la structure H4, ok. Avant ça, je sais pas si... Ouais, je le faisais... Tchac, voilà. Avant ça, je le faisais manuellement, tu vois. Donc, par exemple, là, tu vois que t'as tout ça, tu vois, tous ces points, par exemple. Donc, je le faisais manuellement, littéralement, pendant que je faisais mon backtest. Tiens, ok, je vais peut-être descendre sur 4 heures. Ok, ben voilà, j'ai un bas, j'ai un haut, j'ai un bas. Je vais pas te détailler les règles de comment je fais pour identifier un haut et un bas, tu vois. Par exemple, des gens pourraient me dire, mais tiens, je sais pas moi, ici t'as un bas, là t'as un haut, pourquoi ici, par exemple, pourquoi ici t'as pas un haut et un bas. Enfin bref, je vais pas détailler exactement quels sont les critères qui me permettent d'identifier mes hauts et mes bas, mais c'est, on va dire, un pilier de ma stratégie, dans le sens où la structure, je dois la suivre pour ensuite pouvoir saisir, comme ça je te le dis tout de suite, saisir du coup des retracements pour ensuite profiter des impulsions qui vont suivre. Parce que ma stratégie, comme la plupart des stratégies de trading en soi, c'est une simple stratégie de suivi de tendance. Pour l'instant, je compte développer d'autres stratégies par la suite, mais bref. Donc je continue. Ça, c'était tous les niveaux. Ok, j'ai sauvegardé le truc. Ça, c'était tous les niveaux que j'avais identifiés pendant ma période de backtesting. Comme je te l'avais montré dans l'ancienne vidéo, donc j'avais backtesté sur 2 ans. Donc tout ça, c'est les deux dernières années. Ok, donc ça remonte jusque à peu près novembre 22, donc c'était il y a 2 ans. Ok, donc j'ai backtest tout ça. Bon, bien évidemment, j'avais mis beaucoup d'autres niveaux, hein. Il y a plein d'autres choses que j'avais mis. J'avais des zones d'os, j'avais des zones de demande, j'avais des niveaux daily, des niveaux psychologiques, enfin bref, tous des trucs comme ça que j'ai fait sur les 2 dernières années. Ok, pour ensuite arriver à simplement trader ma strat comme si j'étais en conditions réelles, entre guillemets. Cool. Ce que je viens de réaliser, donc là j'ai juste fait un code. J'ai juste fait un code pour identifier donc la structure comme mes règles le préconisent. Ok. Donc j'ai juste fait un code pour identifier la structure comme mes règles le disent. Et tu vas te rendre compte, si tu regardes, que ça respecte plus ou moins les points, mais pas exactement. Alors, non pas... Donc ça respecte plus ou moins les points, pas parce que le code est mal écrit, non, mais parce que... Et c'est là où, du coup, je parlais du biais de confirmation en début de vidéo et où tu vas comprendre. Mais parce que, à certains moments, sans le savoir, j'ai fait preuve d'un biais de confirmation en déformant un petit peu mes règles pour faire ce que j'avais envie de faire. Je te donne un exemple. Tu vas le voir tout de suite. Donc, les flèches vertes, c'est les hauts. Et les flèches rouges, c'est les bas. Jusque-là, je pense que tu me suis. Quand moi je les ai identifiés, j'ai pas mis des flèches, j'ai simplement mis des lignes. Ça c'est un haut, ça c'est un bas, tu vois, le prix monte, le prix descend, le prix monte, le prix descend, le prix monte, cool. Si maintenant je remets les flèches, ok, donc les flèches, il n'y a pas moyen d'être, on va dire, subjectif, c'est vraiment l'algo qui te dit, ok, selon tel critère, j'affiche un haut à ce moment-là, j'affiche un bas à ce moment-là. Donc tu vois que la plupart du temps, ça respecte. Ça respecte, nickel, c'est parfait, là, le code fonctionne bien. Et puis là, tu vois quoi ici? Ah tiens, il y a un haut et un bas que j'ai pas identifié. Ok, bon, c'est pas grave, on continue. Ici, même chose. Ah, ok, ici, même chose. Ok, non, pardon, ici, correct, on continue. Ok,
ok, ici c'est bon, bon. Je peux continuer comme ça, je vais continuer encore un petit peu. Ok, ici c'est... attends, donc bas, haut. Ok, bah par exemple ici, moi j'en ai identifié un alors que lui il n'a pas identifié. Ici le haut et le bas. Hop, ici c'est bon. Et ici de nouveau, ici je les ai pas identifiés. Puis haut, donc ici c'est correct. Puis on descend, bas. Puis je vais m'arrêter là, mais bref, tu vois que ça continue comme ça. Ici par exemple, j'ai juste identifié ce bas là et ce haut là, alors que lui disait bas, haut, etc. Bref. Donc si je regarde maintenant, si je devais m'amuser par exemple à reprendre tous les points de structure que j'ai tracés manuellement et tous les points de structure que le robot a tracés, et comparer du coup la, on va dire, fidélité du robot, ou plutôt de mon identification des points de façon manuelle à celle du robot, on verrait que, mine de rien, le score est quand même bon, et ça tournerait autour des peut-être 80-90% de, on va dire, identification correcte. Mais il y a quand même certains moments où j'identifie pas correctement la structure. Premier exemple. Et je vais juste prendre cet exemple-là, parce qu'en soi, il illustre bien tout le reste du backtesting, et puis je ferai une conclusion. Si je prends, donc je vais enlever ceci, si je prends donc la façon dont j'avais identifié la structure par moi-même, d'accord? Donc ici, j'ai, hop, une première impulsion, un retracement, ici j'ai, on va dire, une petite, un haut et un bas, mais à l'intérieur du dernier haut et bas, et puis j'ai ma cassure, ok, jusque là, d'accord? Donc ça c'est, on va dire, ma structure. Si maintenant j'observe, non, d'abord, si maintenant donc c'est ma structure, ok, j'ai mon point bas, j'ai mon point haut, et comme je te l'expliquais tantôt, ben, généralement je vais aller chercher des niveaux clés, ok, donc imaginons, bon là je te le fais au pif, mais imaginons que j'ai un niveau clé ici, je vais chercher la fin du retracement, cool, et ensuite je vais essayer de profiter de l'impulsion jusqu'à un prochain niveau clé, peut-être, je sais pas moi, ça peut être un niveau psychologique, 1,06, ça peut être une extension de Fibonacci, ça peut être un précédent niveau, par exemple, je sais pas moi, une zone d'offre, pas au sens propre, mais dans le sens où peut-être que tiens, à ces niveaux-là, on pourrait avoir un retour de l'offre sur les marchés, donc un petit pullback du prix, etc. Bref, je te passe les détails. Et donc ici, tu remarques que par exemple, c'est totalement probable, bon je m'en souviens plus parce que j'ai fait le backtest il y a un mois, mais c'est très possible que je me sois dit, bah tiens, bon, normalement, donc je vais enlever ça, normalement, ma structure, je dois l'identifier comme ça. Sauf que si je l'identifie comme ça, ok, bah, théoriquement, j'ai un retournement de ma structure 4 heures, et donc je ne vais plus aller chercher de l'achat, je vais aller chercher de la vente. Dans le sens où, bah, comme ma stratégie suit la tendance, si j'ai des hauts et des bas de plus en plus hauts, bah, je vais chercher un retracement, et puis je vais continuer à aller acheter. Okay, mais si maintenant ma structure, elle fait haut, bas, et puis qu'elle me fait un bas plus bas, puis un haut plus bas, bah, à ce moment-là, je ne peux plus, entre guillemets, aller chercher de l'achat. Je dois aller chercher de la vente pour rester dans le sens de la nouvelle tendance. Ok. Et donc si maintenant on tenait compte ici de ce break, entre guillemets, de cette cassure par le bas, de ce niveau-là, ben, j'aurais dû me dire, en tout cas selon ma stratégie, même si bien évidemment avec du recul tu te dis oui mais non, ça se voit que c'est juste un retracement d'une grande impulsion ici, et puis même à ce moment-là, si tu regardais le fonda, ben, le fonda était haussier pour l'euro, mais indépendamment de ça, si tu prends juste la stratégie d'un point de vue technique, parce que le robot il n'a pas conscience de tout ça, tu vois, il applique juste les règles qu'on a encodées dans la machine, dans son langage. Si maintenant j'avais considéré ça comme tel, ben, j'aurais peut-être dû aller chercher de la vente. Et du coup, ça m'aurait fait un perdant. Et peut-être qu'en voyant ça, inconsciemment, je me suis dit, ah oui, mais non, mais en fait, en temps réel, j'aurais pas regardé ce niveau-là. Parce que comme tu le sais, voilà, je remets la structure. Ici, le prix, enfin le code, pardon, considère bien ces niveaux-là comme un haut et un bas. Et même chose ici d'ailleurs. Donc normalement, tu as quelque chose comme ça. Je vais le mettre avec des lignes, ce sera plus clean. Tu as quelque chose comme ça. Haut, bas, et puis après tu recasses à la hausse et ça continue. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on casse par le bas. Donc théoriquement, j'aurais été chercher de la vente, peut-être quelque part ici, ou peut-être là, pour en fait après avoir une cassure par le haut, et du coup de nouveau aller chercher de l'achat. Donc, mais ça m'aurait quand même, donc ça m'aurait pas empêché, on va dire, d'attraper le mouvement qui a suivi, mais ça m'aurait quand même fait encaisser peut-être une, voire plusieurs pertes dans cette zone ici. Parce que j'aurais du coup dû changer mon billet, aller chercher de la vente. Sauf si, bien évidemment, et c'est là où le fondamental importe, c'est que même si maintenant j'ai un setup d'un point de vue technique, si mon fonda me dit d'acheter, bah, même si j'observe ça, donc une cassure par le bas, machin bazar, et je me dis bah, je vais aller attendre un pullback par le haut pour aller chercher de la vente, bah, si le fonda me dit non, on est haussier, bah, si j'ai un setup de vente alors que mon biais directionnel est
et acheteur, et haussier, je prends pas le setup tout simplement. Mais bref, comme je l'ai dit, là c'est 100% technique. Mais donc tu vois quand même, et je me suis amusé du coup à re-regarder tout, juste les points de structure, c'est qu'un élément de ma stratégie, mais juste les points de structure, et je me suis rendu compte que ce genre de situation arrivait de temps en temps. Pas trop souvent, mais de temps en temps. Et c'est problématique parce que ça veut dire qu'à certains moments, sachant que l'identification de la structure est l'un des piliers de ma stratégie, si j'identifie pas correctement la structure, tout ce qui en découle est incorrect. Soit il y a des positions que je prends et que j'aurais pas dû prendre, soit il y a des positions que je prends pas alors que j'aurais dû les prendre. Peu importe que ça découle sur des gains ou des pertes. Et donc, c'est pour ça qu'en ce moment, je commence à me dire, je vais peut-être continuer avec ces trucs de codage. Ok. Bon, là, j'ai fait qu'une partie, bien évidemment, c'est que le début, et ça va me prendre du temps parce que j'y connais pas grand-chose en code. Mais donc, je vais devoir, on va dire, coder tous les éléments de ma stratégie, les mettre ensemble, et puis pouvoir simplement, soit je le fais donc automatiquement, donc une stratégie qui juste trade automatiquement, et du coup, après, comme ça, j'ai un rapport de performance sur tout l'historique de l'euro USD. Ok. Soit une stratégie qui le fait, on va dire, qui m'affiche simplement les signaux d'achat et de vente. Et alors manuellement, je vais regarder les positions. En fait, ça va dépendre de deux choses. La première, c'est que j'ai des règles précises pour les entrées et pour les stops, mais mes règles pour la prise de profit sont assez discrétionnaires. Ça veut dire que j'ai pas une règle stricte du genre, tiens, quand j'ouvre une position, je mets mon TP à 3 fois mon risque, ou au prochain, je sais pas moi, à la prochaine zone d'offre ou de demande directement. Non, c'est plutôt subjectif dans le sens où je vais regarder le niveau qui fait le plus sens, on va dire, en tenant compte de la macro, parce que la macro forcément va amener une certaine volatilité sur les marchés. Tu t'en doutes, si maintenant je m'attends à un gros rapport qui va pousser le prix à la hausse, je vais pas aller mettre mon TP juste là, je vais aller le mettre bien loin, tu vois. Ce que j'aurais pas fait en temps normal quand on est dans des conditions de volatilité normales. Donc je prends déjà compte de la macro. Et puis aussi, je vais prendre en compte la technique, mais en essayant de trouver des confluences. Par exemple, si j'ai un niveau où il y a juste, je sais pas moi, un retracement Fibo, mais un retracement Fibo, ça veut rien dire, c'est juste un truc que ça affiche sur un graphique, tu vois. Un retracement Fibo, mais si maintenant je vois qu'il y a un autre niveau Fibo, mais que lui, il s'aligne avec, je sais pas moi, un niveau psychologique, un ancien support ou une résistance, etc., et qu'il y a certaines confluences à ce niveau-là, je vais me dire, ok, cette zone-là a plus de chances le prix a plus de chances d'aller jusque-là et de réagir à cette zone plutôt que les autres, tu vois, et donc je vais aller chercher plus loin. Mais donc, du coup, comme ma prise de décision pour la prise de profit est subjective, donc à chaque trade, avant d'ouvrir le trade, je vais déterminer la cible de profit, mais ça dépend des conditions actuelles et beaucoup de la macro. Du coup, c'est assez difficile en backtesting de dire, tiens, sur cette position-là, j'aurais pris tel TP, tel machin, etc. Donc, soit je dois intégrer à ma stratégie une, on va dire, règle stricte, même si elle est hypothétique, même si c'est de dire un bête truc, genre, ok, à chaque position, je prends 3 R d'office, tu vois, je mets mon TP à 3 fois mon risque, ou un truc comme ça, mais au moins, comme ça, je peux tester la strat et voir, du coup, si elle fonctionne. En tout cas améliorer, on va dire, les performances de mon backtesting, ou plutôt les rendre plus fidèles. Bref, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Le but ici, c'était non seulement de te partager du coup mon avancée, mais aussi de revenir un peu sur ce que j'avais dit précédemment, dans le sens où le backtesting manuel c'est bien, mais ça a ses limites. Et même pour moi qui traite qu'un seul actif, etc., ça peut quand même être intéressant d'aller chercher à coder des éléments de ma strat, voire toute ma stratégie. Pour deux raisons. La première, ça va être de fidéliser les résultats de mon backtesting, parce que comme je l'ai dit pour le moment, peut-être qu'ils sont pas aussi corrects que ça, et donc leur valeur statistique est pas bonne, donc je dois du coup avoir un échantillon de trade pris en backtesting correct pour pouvoir analyser les données, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que ça pourra me permettre, si maintenant je code intégralement ma stratégie, de faire d'autres formes de tests qui ne sont pas du forward testing, donc je ne dois pas tester en temps réel ma strat sur un compte démo, machin bazar, mais ça reste quand même une forme de test en dehors de l'échantillon. Et donc ça va me permettre d'évaluer, on va dire, la probabilité que ma stratégie soit rentable à l'avenir, parce que c'est pas parce qu'elle a été rentable en backtesting qu'elle le sera à l'avenir. Mais donc, si maintenant j'ai une stratégie 100% automatisée, je pourrais faire ce genre de test. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Et puis troisième chose, que ma stratégie soit codée partiellement ou complètement, ça pourra me permettre, en conditions réelles, si maintenant j'utilise par exemple des indicateurs comme celui que je t'ai montré là, de ne pas commettre une erreur, dans le sens où si maintenant je trade, cool, j'essaye d'identifier la structure, soit de me reposer complètement sur l'algo pour identifier la structure, soit l'identifier quand même manuellement, mais toujours vérifier après coup, tiens, est-ce que l'algo l'a identifié de la même façon que moi? Et si l'algo ne l'a pas identifié de la même façon que moi, faire attention, parce que ça veut dire que je respecte pas ma stratégie, je suis en train de dévier.
de ma strat. Bref, voilà, je sais pas ce que tu feras de cette vidéo, mais en tout cas, pour être passé par le 100% discrétionnaire, mais ça c'était il y a des mois, des années, le 100% discrétionnaire ou plus ou moins discrétionnaire en mécanique, etc., tu remarqueras que je transite tout doucement vers quelque chose de plus mécanique. Comme ça, je peux vraiment concentrer toute mon énergie sur l'analyse fondamentale, puisque du coup, à l'origine de mes décisions, c'est vraiment ça. Et si je peux on va dire, détacher de l'aspect, commencer à devoir analyser les graphiques, etc. Et est-ce que je suis vraiment sûr, en fait, que mon analyse technique a bien été... Non, si maintenant j'ai juste Enfin, j'ai toujours eu des règles précises, mais en tout cas qu'elles sont respectées à la lettre, et que j'ai plus qu'à me concentrer sur, tiens, est-ce que le setup ici s'aligne à mon biais fondamental? Je peux mettre toute mon énergie dans mon biais fondamental, parce que c'est vraiment ça qui va me permettre, qui va être mon filtre et qui va me permettre de dire, tiens, ok, là je prends une position d'achat, de vente, etc. Qui va pouvoir orienter mes décisions de façon un peu plus éclairée. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Et puis, dernière chose, si jamais t'as regardé la vidéo jusqu'ici, déjà félicitations parce qu'elle est très longue. Mais j'ai lancé un site dernièrement, j'en ai déjà parlé un peu en bouche à oreille sur le Discord, etc., sur Instagram pour les personnes qui me suivent, mais j'ai lancé un site sur lequel je publie mes trucs macro. Je peux peut-être vite te le montrer. Donc ça s'appelle La Macro, tout simplement. Et donc en gros, c'est un site sur lequel je publie tous les jours un rapport quotidien. Okay. Donc tu vois, macro du jour, le 27, le 26, le 25, etc. Et aussi un rapport hebdomadaire chaque semaine. Donc par exemple, ça c'était le rapport de cette semaine-ci. Et donc en gros, dedans tu vas retrouver un récapitulatif de la semaine passée, avec quelques graphiques, des explications. Je mets même des liens vers des articles qui peuvent aussi t'apporter des informations complémentaires. Puis tu as des prévisions économiques pour la semaine à venir, Europe, États-Unis, machin bazar. Et puis tu as les annonces économiques importantes. Donc ça c'est pour le rapport hebdomadaire, celui-là c'est complètement gratuit. Après, pour les rapports quotidiens, donc ceux que je publie tous les jours, ceux-là du coup sont accessibles, moi je peux y accéder intégralement parce que du coup c'est moi qui l'ai écrit, mais je veux dire ceux-là du coup tu pourras lire une partie, mais pour lire intégralement le rapport, le recevoir, etc., ça demande un petit abonnement. Donc si jamais ça t'intéresse, de toute façon tout est sur le site, t'as qu'à aller voir si éventuellement tu veux t'abonner. Et puis de temps en temps du coup je publie aussi un récap des annonces économiques importantes. Par exemple ici cette semaine, on a eu l'indice des prix PCE, on a eu les dépenses personnelles de consommation, le produit intérieur brut, etc., etc. Donc tout ça, je fais aussi un petit résumé, et ça aussi c'est pour les abonnés premium. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu, et sur ce, on se dit à la prochaine. J'espère que ce sera dans pas trop longtemps et que je reviendrai avec des bonnes nouvelles. C'était Dorian, ciao.